L'histoire de la Terre est scindée, tout comme l'histoire de France, en plusieurs périodes successives qui constituent l'échelle des temps géologiques. L'histoire de la Terre est hiérarchisée par un système de classement chronologique qui lui est propre. Ce système permet de dater, de positionner dans le temps les différents événements qui sont survenus au cours de l'histoire de notre planète, entre le moment de sa formation, il y a plus de 4,54 milliards d'années, et aujourd'hui. Cette échelle de temps est unique, c'est-à-dire qu'il n'en existe qu'une seule, qui est reconnue et utilisée par tous les géologues du monde entier. Ceci dit, cette échelle des temps géologiques évolue au fil des mises à jour et des réactualisations qui s'effectuent régulièrement. Concrètement, cette échelle des temps géologiques est matérialisée sous la forme d'un document officiel, standardisé et reconnu, qui est la Charte chronostratigraphique internationale, éditée par la Commission internationale de stratigraphie, au sein de laquelle débattent des géologues et des paléontologues sur le découpage chronologique de l'histoire de la Terre. La Charte chronostratigraphique internationale constitue donc une sorte de calendrier qu'utilisent tous les géologues. L'architecture de la Charte chronostratigraphique internationale est arborescente, c'est-à-dire que le découpage est structuré au premier ordre par de longues subdivisions qui durent au moins un demi-milliard d'années. Et ces grandes subdivisions sont elles-mêmes divisées en subdivisions plus petites, elles aussi subdivisées en subdivisions encore plus petites, et ainsi de suite, jusqu'à des subdivisions qui sont très courtes à l'échelle des temps géologiques, mais qui durent au minimum plusieurs milliers d'années. Chaque subdivision est associée à une unité chronostratigraphique et à une unité géochronologique. La chronostratigraphie et la géochronologie se rapportent tous deux à la datation des roches et des événements géologiques. Les différences entre ces deux concepts sont subtiles et tendent progressivement à disparaître. La subdivision la plus longue, c'est l'éonothème. Ça, c'est le nom de l'unité chronostratigraphique. Et l'unité géochronologique correspondante est l'éon. Il y a 4 éons dans l'échelle des temps géologiques. L'Adéen, puis l'Archéen, puis le Protérozoïque, et enfin le Phanérozoïque. L'Adéen, c'est la période qui s'étend entre la formation de la Terre, il y a 4,54 milliards d'années, et 4 milliards d'années. Elle correspond à la période de refroidissement de la surface terrestre. L'Archéen s'étend de 4 milliards d'années à 2,5 milliards d'années et débute avec l'apparition supposée des premiers êtres vivants et des premières croûtes continentales. Le Protérozoïque s'étend de 2,5 milliards d'années à 540 millions d'années et débute avec l'oxygénation progressive de l'atmosphère qui était auparavant anoxique. Ces 3 premiers éons constituent le Précambrien. Et enfin, le Phanérozoïque s'étend de 540 millions d'années à l'actuel et correspond au temps fossilifère. Il se caractérise donc par le développement et l'évolution de formes de vie fossilisables. Sur la Charte chronostratigraphique internationale, tout le Précambrien ne représente qu'une petite partie de la charte, complètement sur la droite. Attention, il s'agit là d'une vision qui est biaisée, puisqu'en réalité, le Précambrien correspond aux 4 premiers milliards d'années de l'histoire de la planète, soit les premiers 4/5. Donc en fait, l'essentiel de l'histoire de la planète est précambrienne. Si les 3 premiers éons ne représentent qu'une petite partie de la charte, c'est parce que ces 3 éons sont moins subdivisés et il y a peu de subdivisions parce que l'on a malheureusement peu d'informations sur les 4 premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre. Cela est dû au fait que les roches de la surface terrestre sont constamment recyclées en d'autres roches et elles sont donc détruites. Et avec ces roches disparaissent les archives du Précambrien,
raison pour laquelle peu d'informations subsistent pour cette époque. Il faut donc faire très attention à cette vision du temps qui est biaisée car la hauteur des subdivisions n'est pas proportionnelle à leur durée. Ensuite, les éons, à l'exception de l'AD1, sont divisés en ères. L'unité chronostratigraphique qui correspond aux ères s'appelle un ératème. Les limites entre les différentes ères du précambrien correspondent plus ou moins arbitrairement à des âges ronds et ne correspondent pas à des événements précis de l'histoire de la Terre. C'est justement cela qui est indiqué par ces petites horloges. Du fait du manque d'informations sur le précambrien, la suite de la vidéo va se focaliser sur le phanérozoïque, mais sans oublier que le précambrien représente en fait l'essentiel de l'histoire de la Terre. Le phanérozoïque correspond donc au temps fossilifère, au cours duquel les êtres vivants ont colonisé tous les environnements de la surface de la planète, et au cours duquel ils ont beaucoup évolué. Cette évolution au cours du temps est contrôlée par des processus biologiques ainsi que par des changements environnementaux qui sont survenus au cours des temps géologiques et qui ont un impact sur le vivant. Cette évolution se fait généralement de manière progressive au fur et à mesure que le temps passe, mais peut se faire également de manière brutale via des perturbations environnementales soudaines. Cette évolution des êtres vivants, elle se retrouve en quelque sorte imprimée, enregistrée, dans les roches sous forme de fossiles. Et c'est donc cette évolution des êtres vivants, au cours du phanérozoïque, telle qu'elle peut être retracée par le biais des fossiles, qui est utilisée pour subdiviser le phanérozoïque. Donc en fait, toutes les coupures, toutes les limites qui subdivisent à divers niveaux le phanérozoïque sont définies par la disparition et par l'apparition de certaines espèces fossiles. Le phanérozoïque est divisé en 3 ères. L'ère primaire ou paléozoïque, l'ère secondaire ou mésozoïque et l'ère tertiaire ou cénozoïque. Les limites entre les ères du phanérozoïque correspondent à des événements majeurs de l'histoire de la Terre, à savoir des extinctions massives, c'est-à-dire des chutes soudaines et importantes de la biodiversité sous l'effet de changements environnementaux catastrophiques induits par exemple par du volcanisme très intense ou par la chute d'objets extraterrestres. L'extinction massive la plus importante de l'histoire de la planète est survenue il y a un peu plus de 250 millions d'années, avec notamment la disparition des trilobites, et correspond à la limite entre le paléozoïque et le mésozoïque. La deuxième extinction massive, en termes d'intensité, est survenue il y a 66 millions d'années, avec notamment la disparition des dinosaures et des ammonites. Elle correspond à la limite entre le mésozoïque et le cénozoïque. Donc pour le phanérozoïque, les limites entre les ères ne correspondent pas du tout à des âges tout ronds, comme pour le précambrien, mais bien à des événements majeurs et brefs de l'histoire de la Terre. Ensuite, les ères sont divisées en périodes. L'unité chronostratigraphique qui correspond aux périodes s'appelle un système. Le protérozoïque est le seul éon du précambrien à présenter une subdivision avec des périodes. Les 6 périodes du paléozoïque sont successivement le cambrien, l'ordovicien, le silurien, le dévonien, le carbonifère et le permien. Les 3 périodes du mésozoïque sont le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Et les 3 périodes du Cénozoïque sont le Paléogène, le Néogène et le Quaternaire. Il faut noter que le Quaternaire représente un peu moins des 3 derniers millions d'années, des 4540 millions d'années qui constituent l'histoire de la Terre. Et cette durée est 230 fois plus courte que celle de l'AD1. Donc la hauteur prise par le Quaternaire dans la charte chronostratigraphique internationale est largement exagérée par rapport à sa durée.
Cela est dû au fait que, comme c'est une période récente, le Quaternaire est très bien documenté par de nombreuses archives sédimentaires, ce qui fait qu'il est très subdivisé. C'est exactement la situation inverse du Précambrien, comme discuté il y a quelques minutes. Donc encore une fois, attention à cette vision biaisée des durées induite par la Charte chronostratigraphique internationale. La hauteur des subdivisions n'est pas du tout proportionnelle à leur durée. Plus le temps est ancien, et plus il est mal documenté, et donc moins il est subdivisé. Et par conséquent, les temps anciens apparaissent comme compressés. A l'inverse, plus le temps est récent, et plus il est bien documenté, et donc plus il est subdivisé. Et par conséquent, les temps récents apparaissent comme dilatés. Ça, c'est vrai pour l'histoire géologique, mais cette perception biaisée est également vraie pour les histoires des civilisations humaines, avec des périodes récentes beaucoup mieux documentées et subdivisées que les périodes plus anciennes. Ensuite, les périodes sont divisées en époques. L'unité chronostratigraphique qui correspond aux époques s'appelle une série. Puis, les époques sont elles-mêmes divisées en âges et l'unité chronostratigraphique qui correspond aux âges s'appelle un étage. L'étage, l'âge, constituent en quelque sorte l'unité de base de l'échelle des temps géologiques. Chaque étage est défini, décrit par un affleurement type reconnu, précisément localisé, décrit et protégé par la Commission internationale de stratigraphie. Un affleurement type s'appelle un stratotype et il n'y a qu'un seul stratotype officiel pour chaque étage. Mais cette notion de stratotype tombe de plus en plus en désuétude car ils sont remplacés par des stratotypes de limite d'étage. Un stratotype de limite d'étage est appelé point stratotypique mondial ou GSSP en anglais. Ce sont des affleurements types également reconnus, précisément localisés, décrits et protégés par la Commission internationale de stratigraphie. Il n'y a qu'un seul point stratotypique mondial par limite d'étage et il porte le nom de l'étage situé au-dessus de la limite. Sur chaque point stratotypique mondial, un clou doré est planté précisément sur la limite. Ces clous dorés se retrouvent également sur la Charte chronostratigraphique internationale. Ils matérialisent les limites qui sont réellement définies par un point stratotypique mondial. Encore aujourd'hui, de nombreuses limites d'étage ne possèdent pas de point stratotypique mondial. Cela est dû à la difficulté de trouver les affleurements adéquats. Ces limites sont par ailleurs datées, plus ou moins précisément, par datation radiochronologique, ce qui permet de leur donner un âge en millions d'années. Les étages sont également subdivisés en sous-étages, eux-mêmes subdivisés en zones, elles-mêmes subdivisées en sous-zones, qui peuvent être à nouveau subdivisées en horizons. Ces subdivisions ne figurent pas sur la Charte chronostratigraphique internationale, ne serait-ce que pour une question de lisibilité. Voilà donc pour une description de l'échelle des temps géologiques de la Terre, des modalités de ce découpage temporel et du document officiel qui matérialise cette échelle. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site internet de la Commission internationale de stratigraphie où vous trouverez notamment la toute dernière version de la Charte chronostratigraphique internationale.